Merci. Okay. Très bien. Merci Franck. Merci à tous et à tous. Nous allons entamer notre quatrième et dernier panel, et non des moindres. Nous avons l'honneur de bénéficier de la présence de trois éminents représentants de l'université de Fianarantsoa à Madagascar. Donc, Dr Yadalo Arivola Randria, maître de conférence avec une formation en génie informatique, automatique et traitement du signal. Vos champs de recherche couvrent l'intelligence artificielle pour l'aide à la décision, associée à l'assistance au handicap, à la robotique mobile, à la réalité virtuelle et à la sécurité du web. Salama, Dr Randria. Salam, monsieur, on dit salam à Franck. Salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, merci beaucoup et merci de votre présence. C'est un plaisir. Docteur Assina Rakoto-Nireni, maître de conférence, spécialiste en intelligence artificielle et systèmes multi-agents, investi dans la réalisation d'outils et de savoir-faire pour automatiser des modèles de simulation complexes à des fins d'aide à la décision, cofondateur de l'entreprise spécialisée en numérique Noé Consulting et mentor de plusieurs startups. Salama, Dr Assina. Salama, tout le monde, salama Franck. Très bien, de Madagascar. Welcome. Aquaba, comme on dit en Côte d'Ivoire. Docteur Antonio Andria Trimozon, enseignant-chercheur, CEO et CTO, fondateur du cabinet de conseil en financement de l'innovation Innov Analyse en France, cofondateur et CTO de Cognitive Atlas, un studio deep tech dédié aux projets ayant une forte composante R&D ou souhaitant innover à l'interface avec le monde de la recherche en France. Salama, Dr Antonio. Salama Franck, salama Dr Hassan, salama Dr Henry. Parfait. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet et attaquons ce sujet qui est IA entre recherche et industrie. On peut avoir parfois le sentiment que ce sont deux sujets un peu antinomiques. Est-ce vraiment le cas? Dans quelle mesure ce n'est pas le cas? Nous allons l'évoquer ou en tout cas en discuter avec vous. Tout de go, dans quelle mesure la recherche sur l'IA a-t-elle progressé de votre point de vue? Docteur Andria, en termes historiques, du passé au présent, entre mythe et réalité, dites-nous. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. En réalité, l'IA a toujours été un fantasme de l'être humain, c'est-à-dire l'automatisation de la réflexion, dans le but de réaliser une entreprise rentable. En l'occurrence, même du temps de Homère, on parlait de mechanical tripods. C'est une manière de montrer que ça date vraiment il y a très longtemps. Si on s'approche un peu plus de notre temps, on a René Descartes qui tente aussi de mettre en valeur l'homme mécanique dans la capitalisation de tout ce qui est forme de symbolisation, modèle mathématique, logique, règles de logique avec Leibniz. Tout ça offre toujours des opportunités de réflexion pour ces philosophes, mais à côté de cela, il y a des gens qui s'intéressent à avoir le meilleur de la capacité de raisonnement humain. Bon, ça dérive un peu. Quand ça touche un peu à la biologie, je parle de l'exemple de Frankenstein, c'était dans l'optique de pouvoir amener quelque chose de bien. Particulièrement au niveau de l'IA, tout le monde, quand on apprend un peu l'intelligence artificielle, parle de ce test de Alan Turing pour différencier la machine de l'homme. Effectivement, pendant les années 50, 60, ça a été vraiment un grand bouleversement et un grand apport dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et là, on a parlé de McCulloch et Pitts, on a parlé de Simon, on a parlé de Selfridge, on a parlé de beaucoup de gens, Minsky par exemple, pour l'analyse du langage. Tous ces éléments-là ont contribué à ce qu'on arrive dans l'industrialisation. On a parlé tout à l'heure de l'armée américaine, par exemple, et en l'occurrence, à travers ces approches de l'intelligence artificielle, ça a facilité la promotion de la DARPA au sein de NASA.
Et ça a permis aussi d'amener les traitements de l'information au sens approche symbolique. Quand je parle de l'approche symbolique, pour faire simple, il y a des systèmes de règles, il y a des systèmes de conclusion et on a la solution. Ça a quand même évolué parce que ces éléments-là ont permis de faire un peu le va-et-vient entre la réalité et la modélisation informatique, d'où on a actuellement l'idée de cybernétique. Au niveau de la biologie, bon, on a simulé le cerveau humain à travers McCulloch et Pitts. On a aussi, dans le cadre psychologique, les expérimentations psychologiques avec ce qu'a fait Simon. Et même au niveau de la communication, Shannon, avec les mots, comment est-ce qu'on peut percevoir les mots? Comment est-ce qu'on peut détecter ce que dit l'autre? On a parlé de l'image aussi tout à l'heure. Donc, tout ça, ce sont des avancées très intéressantes pour l'industrie. Et d'ailleurs, ça aide beaucoup actuellement. Actuellement, comme l'a dit Tupil tout à l'heure et le professeur Tupel tout à l'heure, c'est que un des champs de recherche, c'est comment est-ce qu'on traite le langage, même s'il y a beaucoup d'avancées là-dessus, on en est encore là. Et au niveau de l'industrie encore, on peut modéliser, rentabiliser l'intelligence artificielle à travers les jeux. On a le modèle de Deep Blue qui est très puissant, qui a battu Kasparov. Mais ceci dit, il y a encore d'autres champs intéressants dans le domaine de l'intelligence artificielle qui permettent vraiment de faire avancer le monde de l'industrie. En l'occurrence, actuellement, on parle de cybersécurité. D'ailleurs, les travaux de Antassi Plenar Kutuasumbawoka, qui est au sein de notre université et qui collabore avec mes deux amis là, a permis de mettre en place un système de détection d'URL malveillants, alors que ça existe déjà, mais c'est parfois très limité. Et l'intelligence artificielle, grâce au deep learning actuellement ou au QBC, permettent d'adresser ces questions. Donc voilà les opportunités offertes par l'intelligence artificielle et au niveau de la recherche, où est l'intelligence artificielle actuellement? Quoique, très récemment, il y a la problématique de l'explicabilité de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez bien qu'il y a une vaste possibilité, associée même aussi aux données dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Merci, Dr. Andria, pour cette historique de l'évolution de l'intelligence artificielle, finalement, du Moyen-Âge, en passant par le siècle des Lumières jusqu'à nos jours. Très bien. Dr. Antonio, est-ce que vous souhaitez réagir un peu sur cette question en une minute, très rapidement? Oui, je voulais juste souligner aussi que malgré les avancées de la technologie IA actuellement, que ce soit dans la recherche ou même dans l'industrie, au fait, c'est qu'il ne faut pas oublier que, parce qu'on est on parle de progression, il ne faut pas oublier que même si on parle de progression, certaines techniques sont encore largement utilisées à l'heure actuelle, au fait. Par exemple, les problèmes de régression linéaire, les problèmes d'analyse discriminante de Fisher, la régression logistique, les arbres de décision, en fait, tout ça, ce sont des techniques, des technologies qui sont encore fondamentales dans la recherche et qui sont encore très utilisées dans l'industrie aussi. Et par exemple, on parle de data tout le temps, de big data. La notion de data mining, par exemple, c'était apparu vers les années 1990, où on a commencé en fait à exploiter les données toujours de plus en plus massives. Et tout ça, au fait que il est vrai que depuis 2010 à peu près, on a eu un certain engouement dans l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce que Dr. Yadalor Fularandi a dit tout à l'heure, il y a aussi les IA symboliques, ou qu'on appelle aussi les COFAI ou les Good Old-Fashioned AI, au fait, qui gèrent le raisonnement et la logique, et qui sont par exemple les moteurs de règles, les systèmes experts, et aussi comment rendre au fait explicable la logique qui peut être décortiquée. Et il y a aussi donc les IA connexionnistes, actuellement qu'on rencontre souvent, donc, qui est incarné donc, par le machine learning, le deep learning, les réseaux de neurones, qui s'entraînent à partir de données et sont des approches probabilistes très efficaces, mais certes moins faciles à expliquer. Mais donc voilà, je voulais juste pointer du doigt au fait qu'il n'y a pas que les intelligences artificielles type machine learning, deep learning, il y a aussi les IA symboliques. Très bien. Merci. Merci, Dr. Antonio.
nous allons faire un zoom sur un sujet peut-être que l'on connaît moins avec Dr Assina. Dr Assina, on parle d'une notion qui n'est pas très habituelle, c'est le système multi-agent. De quoi s'agit-il et quelle est la place des systèmes multi-agents dans l'intelligence artificielle? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous éclairer? D'accord. Merci Franck. Oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à oublier en fait ou à ne pas parler des systèmes multi-agents lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Et cela peut être dû peut-être aux lunettes qu'on utilise à travers l'évolution de l'IA dont le docteur Angie a parlé tout à l'heure, où il y avait les systèmes experts qui étaient en vogue avant et après le traitement de la langue naturelle, les réseaux de neurones artificiels et diverses techniques d'apprentissage, tout ce qui est type de raisonnement, de vision par ordinateur, etc. Mais en tout cas, à partir de ça, et après, il y avait le Big Data où on revenait vers les réseaux de neurones en fait pour les traiter avec la machine learning et le deep learning pour pouvoir exploiter, explorer ces données où on dit toujours tsunami, mais moi je dirais plutôt avalanche. Tsunami, ça dépend de données. Mais j'aimerais en fait partager, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la place des systèmes multi-agents dans l'intelligence artificielle. En fait, les SMA ils peuvent être vus comme la rencontre de plusieurs domaines. Entre autres, on est dans l'intelligence artificielle actuellement, donc l'IA s'intéresse aux systèmes multi-agents pour les aspects de prise de décision des agents autonomes qui vivent dans un groupe ou dans une société. Après, il y a aussi l'intelligence artificielle distribuée qui était plus utilisée aux États-Unis en fait pour parler de systèmes multi-agents. Et là, c'était plutôt utilisé pour distribuer en fait les tâches à exécuter. Et les systèmes complexes qui sont aussi donc intéressés aux systèmes multi-agents pour pouvoir comprendre et prendre des décisions aussi à partir de systèmes complexes. Et enfin, l'autre domaine qui se joint plutôt dans l'informatique, c'est le génie logiciel avec la programmation orientée agent, qui est autre en fait que la programmation orientée objet, qui utilise l'approche agent et l'évolution vers les composants logiciels de plus en plus autonomes. Mais c'est vrai qu'au début, ils étaient simplement utilisés en fait pour résoudre collectivement un problème posé sur un blackboard ou un tableau noir. Mais actuellement, les thématiques deviennent très nombreuses et variées. On les utilise surtout pour modéliser et simuler les systèmes complexes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais dans plusieurs domaines comme les socio-écosystèmes, l'urbanisation des villes, la santé, le climat qui est une problématique mondiale en ce moment sur le réchauffement climatique. Il y a aussi l'utilisation des SMA sur le e-commerce avec la gestion d'achat et de vente. Et les SMA peuvent être utilisés pour simuler donc ces systèmes et faire aussi émerger de nouveaux algorithmes performants et efficaces afin de résoudre d'autres problèmes qui ne sont pas calculables et qui ne sont pas résolus à partir des algorithmes classiques. Et enfin, comme je le dis souvent aux étudiants, pour savoir quels sont les risques, par exemple, si on brûle telle forêt, alors il n'est pas très agréable de brûler en fait réellement une forêt pour comprendre l'impact et de vivre réellement les conséquences pendant des années à venir. Il est plus intelligent en fait de construire un modèle de forêt sur la machine, de planter des arbres en initialisant le modèle selon un choix de densité par exemple, de les brûler virtuellement et de jouer divers scénarios afin de comprendre ce qui se passe en fait dans le présent et éventuellement dans les années à venir. Il y a votre micro, en fait, qui a besoin d'intelligence artificielle pour t'aider. Bon. Il y a mon micro et apparemment la vidéo également. Peut-être qu'avec l'utilisation des systèmes multi-agents, j'y arriverai mieux. Oui. Vous évoquiez, donc vous nous avez donné un petit éclairage sur la place des systèmes multi-agents dans l'intelligence artificielle qui permettent d'apporter des solutions concrètes, même à des problématiques algorithmiques ou autres. Quel est l'intérêt des systèmes multi-agents dans la recherche, dans le domaine de la recherche, au-delà des utilisations pratiques que nous avons évoquées?
Merci Franck pour la question. En fait, je vais parler un peu de mes travaux de recherche avec mes doctorants à l'Université de Fianarantsoa. En fait, je suis tout d'abord dans un groupe de réflexion en Europe qui s'appelle IDM Forsco, ou Ingénierie dirigée par les modèles pour les systèmes complexes. Et avec mes doctorants, on fournit en fait des outils et des langages basés sur l'ISMA pour faciliter tout le processus de modélisation, de simulation des systèmes complexes, notamment les systèmes socio-environnementaux qui sont des systèmes complexes. Et il y a un doctorant, par exemple, que j'encadre, qui travaille actuellement sur la conception d'une approche spatialisée à base d'agents pour le couplage de modèles informatiques et de modèles mathématiques. C'est un sujet traité par Dina et qui est en co-tutelle avec l'Université de Sorbonne. Et après, il y a aussi un autre doctorant qui travaille avec le CIRAD à Montpellier sur les architectures d'agents, en tenant compte des normes dans les systèmes socio-environnementaux afin d'évaluer leurs impacts sur la durabilité des ressources naturelles renouvelables. Donc, l'objectif global de notre recherche actuellement, c'est d'avoir une plateforme de modélisation et de simulation avec des langages dédiés, faciles à utiliser pour construire en fait des modèles de simulation complexes, de pouvoir créer facilement des agents intelligents avec des architectures qui reflètent la réalité, de pouvoir exploiter, explorer en fait les données hétérogènes issues des terrains et de diverses sources de données, ainsi que de pouvoir observer les indicateurs pertinents souhaités par les experts de domaine. C'est juste un cas en fait où on améliore et on ajoute des valeurs ajoutées dans la recherche par rapport au système multi-agent, d'améliorer les algorithmes, les interactions, les conflits et tout ça. Mais c'est applicable dans plusieurs domaines. Il y a encore le micro. Bon, très bien, merci. Merci, docteur Andria. Donc, on a bien compris. Pardon, merci, docteur. Merci, docteur Assina, excusez-moi. Docteur Assina, docteur Andria, docteur Antonio. Donc, on a bien compris que l'IA n'est pas issue d'une génération spontanée, mais que c'est la résultante de l'évolution de la science et des pratiques humaines au cours des siècles avec une accélération ces dernières années. Nous nous sommes fait tirer les oreilles par le docteur Assina car nous ne parlons pas suffisamment de SMA, le système multi-agents, qui sont des systèmes composés d'un ensemble d'agents. Ça peut être un processus, un robot, un être humain, etc., qui permettent d'apporter des solutions efficaces dans différents domaines de l'intelligence artificielle, aussi bien dans la recherche que dans l'industrie. Et vous nous avez évoqué vos travaux de recherche avec un certain nombre de doctorants sur le sujet en vue de mettre en place une plateforme qui permettra de faire évoluer la question. Une fois qu'on a évoqué ces éléments, faisons un focus peut-être sur sur le cœur de notre panel, à savoir un focus sur l'industrie au niveau de l'IA versus l'IA au niveau de la recherche et les impacts réciproques qu'ont l'industrie et la recherche sur l'évolution du sujet de l'IA. Questionnement et pistes. Docteur Antonio, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le sujet? Merci Franck. Bon, ce matin, j'ai regardé les derniers chiffres au fait d'une étude très récente sur les impacts de l'IA dans l'industrie, notamment par Xerfi au fait. Donc, par exemple, on sait aujourd'hui que les secteurs qui sont les plus impactés par l'intelligence artificielle, eh bien, c'est les télécoms et les technologies qui occupent largement 60% donc le secteur de l'intelligence artificielle. Ensuite, arrive très vite au fait la santé à plus de 50%, et ensuite les services financiers et les industries manufacturières, et en queue de peloton, on a au fait l'environnement et le gouvernement et l'éducation et la recherche. Donc ça, au fait, qu'est-ce que ça pose comme éclaircissement de notre côté? C'est que ça explique que l'intelligence artificielle est déjà très ancrée au fait dans les cultures de la technologie actuellement existante dans le monde entier. Mais par contre, sur les questions au fait que je dirais qui est le plus important qu'on doit réfléchir au plus, c'est l'environnement, le gouvernement, l'éducation et la recherche au fait, qui est seulement impacté par exemple à 15%. L'IA dans le gouvernement c'est à 8,4%, l'environnement, c'est 4,8%. Or,
tout le monde sait très bien que ce sont des secteurs qui doivent être bien développés. Là, l'environnement, par exemple, on parle actuellement d'une détresse environnementale dans le monde. Donc, moi, je pense qu'il faut utiliser l'IA aussi plus dans ces domaines, et surtout pour l'Afrique, au fait, il faut utiliser ces domaines-là pour pouvoir, au fait, insuffler un nouveau modèle à l'Afrique. Donc, pour moi, il faut en tout cas multiplier les initiatives d'intelligence artificielle dans l'éducation et la recherche, donc dans le gouvernement et aussi dans l'environnement. Ensuite, un petit focus sur la santé, au fait, qui est très important aussi. Et je sais, par exemple, qu'en Afrique, ça commence à être très développé. Au Cameroun, par exemple, il y a, je ne me rappelle plus son nom, c'est non, au Mali, il y a par exemple le Cheikh Oumar Bakayoko, donc qui table aujourd'hui sur des logiciels IA, au fait, pour traiter les données dans le cadre de la télémédecine. Et je connais aussi, par exemple, les initiatives lancées par Rebecca Enonchong au Cameroun, qui permettent, par exemple, elle veut insuffler, au fait, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Et donc, pour moi, il faut multiplier ces initiatives-là, ces initiatives en Afrique. Et pour venir dans la santé, on utilise beaucoup, au fait, l'intelligence artificielle dans ce qu'on appelle la médecine prédictive. Donc qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est qu'on fait, au fait, une prédiction d'une maladie où on recherche son évolution. On fait aussi de la médecine de précision où on fait, par exemple, la recommandation de traitements personnalisés. Et bien sûr, à la fin, qui est très important et qu'on peut aussi très, très utiliser en Afrique et qui est facile à mettre en place, c'est l'aide à la décision ou l'aide à la diagnostic et à la thérapeutique. Après, il y a les autres applications de l'industrie comme les robots compagnons, notamment pour les personnes âgées ou les personnes fragiles. Donc, j'ai fait par exemple ma thèse là-dessus, où c'était principalement en 2012, où l'objectif de ma thèse, c'était de permettre au fait à un robot mobile de pouvoir fonctionner dans un appartement qui est composé de plusieurs capteurs domotiques et de pouvoir aider au fait des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou des personnes âgées tout simplement. Donc tout ça au fait, c'était des prémices de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle actuellement. La question qu'on peut se poser, moi je dirais que c'est qu'est-ce qu'on peut encore améliorer au fait dans les écosystèmes en Afrique pour qu'ils puissent être plus facilement perméables aux innovations digitales. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là au fait que est-ce que les initiatives dont j'ai parlé tout à l'heure, comme les initiatives de Rebecca Enonchong ou bien les multiplications des startups africaines dans les digitalisations, est-ce que ça suffit au fait pour que l'Afrique, le continent africain, puisse exploiter entièrement l'intelligence artificielle? Donc ça, ce sont des questions qui peuvent se poser. Voilà. Votre micro est encore coupé. Vous savez, finalement, je suis tellement dans l'échange en direct que j'oublie. Voilà. Donc, merci, docteur Antonio. Vous nous avez interpellé en nous donnant des chiffres qui sont assez édifiants. Sur le fait notamment que l'intelligence artificielle finalement est très utilisée dans le domaine des télécoms, dans la santé, dans l'industrie, mais très peu ou insuffisamment dans le domaine de l'environnement, du gouvernement ou de la gouvernance et dans celui de la recherche et de l'éducation. Donc, ça pose la question, en gros, des priorités que nous avons. Et là, vous évoquiez effectivement la manière dont l'approche de l'intelligence artificielle au niveau de l'industrie drive la recherche, puisque finalement, on est sur une logique où on cherche à faire du bénéfice, et comme on cherche à faire du bénéfice, on cherche les meilleurs débouchés et on pousse la recherche vers ce qui nous intéresse et ce qui pourrait rapporter concrètement. Et cette problématique des priorités, donc avec le gouvernement, l'environnement, la recherche et l'éducation, pose la question sur laquelle dont va nous entretenir sans doute le docteur Andria, le docteur Assina, concernant la capacité qu'a la recherche finalement à driver un peu ces questions et influencer l'industrie. Donc, dans le cadre d'un rapport un peu inversé. Docteur Ansina, est-ce que la cause est perdue ou est-ce qu'il y a de l'espoir à avoir? Dites-nous.
D'accord. Globalement, et depuis toujours, en fait, par définition, l'intelligence artificielle vise à simuler l'intelligence humaine. Ça, donc, c'est l'objectif fondamental, c'est-à-dire qu'elle a pour objectif de rendre la machine plus autonome et plus proche du raisonnement humain. Cependant, la génération actuelle tend à aller un peu plus loin, en fait, par rapport à cette vision-là. Par exemple, on parle plus de dataïsme, où la donnée est au cœur de la prise de décision et les algorithmes implémentés dépassent vraiment largement les compétences et les capacités humaines. Il y a aussi, on a parlé tout à l'heure lors des autres panels sur cette intelligence artificielle, il y a le transhumanisme pour améliorer les conditions physiques de l'homme. On parle aussi d'homme augmenté, de retarder en fait le vieillissement de l'homme et même de le rendre immortel. Donc, la recherche prend un peu la place de Dieu dans cette histoire. Ce que je veux vous raconter là, en fait, c'est pas de la fiction, c'est une tendance et c'est un projet de biotechnologie qui s'appelle Calico, qu'on connaît tous, qui a été initialisé par Google en 2013, sans parler d'humanoïdes, de téléportation virtuelle, d'exploration en fait des autres planètes, notamment le planète Mars, etc. Mais après, je pense qu'il faut distinguer le focus recherche sur l'IA et les impacts sur les industries des pays avancés, tout ce que je viens de dire tout à l'heure, et ceux des pays en développement, en Afrique par exemple. Il ne faut pas faire des copier-coller, que les gens ont fait ça et nous aussi on va faire ça. Il faut toujours contextualiser la recherche dans le temps et dans l'espace. Donc personnellement, je pense que les scientifiques en Afrique sont plus intéressés à proposer ou à améliorer les techniques d'intelligence artificielle, comme les réseaux de neurones, la machine learning, le deep learning, qui est quand même en vogue, les algorithmes de fouille de données, d'informatique décisionnelle, d'architecture d'agents dans le contexte des SMA, à des fins de prise de décision ou à des fins d'amélioration aussi des conditions de vie de l'homme. À travers ces recherches, je pense que les impacts peuvent être nombreux dans tous les secteurs que le docteur Antonio parlait tout à l'heure. D'abord, les résultats sont utilisés pour comprendre les systèmes réels, le cerveau humain, par exemple, mais on peut aussi aller plus loin, comme la compréhension des systèmes agricoles, l'exploitation des diverses filières, comme le litchi à Madagascar, la vanille, le cacao, le riz et autres, et surtout la gestion des ressources renouvelables, qui est aussi une problématique mondiale. Ensuite, il y a aussi actuellement l'industrialisation des données, où la machine extrait les données brutes à travers les réseaux sociaux comme Facebook ou la téléphonie ou dans les registres publics, par exemple, et transforme, analyse ces données pour créer de nouvelles connaissances en utilisant les techniques avancées d'intelligence artificielle. Et après, ces nouvelles connaissances-là sont ensuite utilisées pour prendre des bonnes décisions, mais pour influencer aussi le choix du client et leurs besoins afin de maximiser en fait la rentabilité des entreprises, parce que là aussi, c'est le focus entreprise, c'est de rentabiliser, d'avoir plus de chiffre d'affaires. Et comme je l'ai dit souvent et comme disent tout le monde, notamment les géants de ce monde, ceux qui maîtrisent les données domineront le monde. Et en parlant de business et d'industrie, ceux qui maîtrisent en fait les données domineront le monde du business. Je cite par exemple les géants du web, GAFA ou GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais plus particulièrement en parlant de l'affaire scandale de Facebook et de Cambridge Analytica qui s'est passé en 2014, où Facebook a été sanctionné de 5 milliards de dollars d'amende pour avoir partagé des données personnelles de 87 millions d'utilisateurs de Facebook à Cambridge Analytica. Ça, c'était à des fins politiques, mais ça montre quand même la force et l'importance d'avoir accès à des données et des algorithmes avancés pour les manipuler. Donc finalement, l'utilisation, l'exploitation des résultats de recherche en IA, ces algorithmes performants contribuent énormément à connaître suffisamment donc les informations importantes sur un sujet. Très bien. Merci, docteur Ancina. Donc, on a bien vu effectivement l'importance de l'intelligence artificielle, les différentes utilisations que l'on fait aujourd'hui. La question qu'on peut légitimement poser aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs que vous êtes, c'est
De quelle manière est-ce que l'on peut approfondir la recherche globalement au profit de l'industrie et même au profit de l'humanité de manière générale? Peut-être, docteur Antonio, peut-être vous entendre de manière un peu générale sur ces pistes qu'il faudrait pouvoir approfondir la recherche, et puis peut-être après faire un zoom avec vous, docteur Assina, sur le cas malgache de manière spécifique. Docteur Antonio. Ok. Donc pour moi, en fait, ce qu'il faut faire, au fait, c'est que on a une industrie qui doit être prospère et qui est déjà prospère, au fait, et que leur avantage, justement, par rapport à ça, c'est qu'ils peuvent apporter des cas d'usage précis pour challenger, par exemple, la recherche. Par exemple, dans l'agroalimentaire ou dans les usines de fabrication à série, par exemple, ces industries-là, en fait, ils peuvent apporter de nouveaux cas d'usage ou de poser de nouvelles problématiques très, très, très concrètes dans le monde de la recherche. Par exemple, comment améliorer le rendement de ma culture, comment détecter que ma culture sera, par exemple, moins performante dans les saisons prochaines que maintenant. Et tout ça, au fait, ce qu'on appelle la notion d'expérimentation en environnement et en conditions réelles, c'est vraiment une étape clé pour fédérer, au fait, pour assurer, au fait, la mise en place de nouvelles technologies d'intelligence artificielle au niveau du monde de la recherche. Donc, pour moi, il ne faut jamais dissocier, au fait, le monde de l'industrie, du monde de la recherche. Il faut que, en tout cas, si on veut vraiment mettre en place des innovations qui vont servir à l'industrie, il faut absolument que l'industrie pilote, au fait, la recherche. Ça n'empêche pas que la recherche, bien éventuellement, elle peut développer de nouvelles concepts fondamentaux, mais il faut qu'il y ait ce driving-là. Ensuite, il faut aussi que fédérer, au fait, les acteurs impliqués dans la recherche et dans l'industrie. Donc, je parle là, au fait, des acteurs publics, des administrations centrales et territoriales, les laboratoires de recherche, l'enseignement, l'écosystème innovant, les startups, les grands groupes, les financeurs et grands publics. Tout ça, au fait, il faut savoir fédérer tous ces acteurs-là. Et moi, au fait, comme j'officie en tant que en tant que Tech Transfer Manager à un moment donné, et d'ailleurs, l'entreprise Cognitive Atlas que je dirige, que je co-dirige, que j'ai confondé avec un associé actuellement, au fait, s'occupe, au fait, de ce qu'on appelle le transfert de technologies qui permettent justement à ces acteurs de l'industrie de pouvoir, au fait, détecter les bons cas d'usage pour pouvoir piloter ou driver, trouver des bonnes technologies qui viennent de la recherche, au fait, et pouvoir apporter des solutions très pertinentes à leurs besoins. D'accord. Il y a un point qui m'interpelle et qu'on a évoqué déjà dans les panels précédents. Donc, vous parlez effectivement de la nécessité de ne pas dissocier le monde de l'industrie du monde de la recherche, de pouvoir effectivement faire des expérimentations en mode réel en tant que tel, et du fait que les besoins drivent la recherche et que les besoins poussent la recherche. Donc, on parle de recherche appliquée. Mais et la recherche fondamentale dans tout cela, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai déjà mentionné ça tout à l'heure, j'ai dit que la recherche fondamentale, il ne faut pas qu'on ne le néglige pas du tout. Il faut que ça continue, en fait, de manière à être productive. Et d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, que Dr Ranji a mentionné tout à l'heure que dans l'intelligence artificielle, il y a la problématique de l'explicabilité des intelligences artificielles qui est très problème. Donc, tout ça, au fait que ça n'a pas du tout été drivé par l'industrie, ça s'est apparu parce que c'est un problème qui est rencontré par tout le monde dans l'intelligence artificielle et actuellement, il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent à développer des solutions qui permettent, au fait, de trouver des solutions qui permettent de rendre, au fait, l'IA un peu plus explicable. D'accord, très bien. Merci, docteur Antonio. Docteur Assina, est-ce qu'on peut évoquer le cas malgache? Est-ce que vous auriez bien sûr. quelque chose à nous dire sur le sujet? Je diviserai ma réponse en deux, peut-être par rapport à ça, pour le cas malgache. D'abord, il y a la recherche au profit des laboratoires de recherche qui œuvrent pour le développement, comme le CNRS ou l'INRA, l'IRD, le CIRAD et beaucoup d'autres laboratoires existants, qui est plus évident et plus classique car les laboratoires
ont leurs problématiques. Ils ont leurs problématiques propres de recherche et il suffit de renforcer donc les partenariats et les échanges avec entre les enseignants, les chercheurs, les universités aussi à travers les stages de master ou les thèses de doctorat pour approfondir en fait cette recherche. Ça, c'est un premier élément que j'aimerais partager, mais l'autre côté, la recherche au profit des entreprises dans les pays comme Madagascar est plus difficile parce qu'il faut d'abord que les industries soient conscientes de la nécessité des résultats de recherche et que les chercheurs puissent au moins avoir une sorte de MVP ou de prototype, une sorte de démonstrateur pour attirer les entreprises à collaborer et que les résultats de recherche sont intéressants. Un des cas particuliers que j'ai vécu à Madagascar, en fait, en 2017, j'ai eu un doctorant qui est en même temps directeur d'une grande entreprise de services numériques très connue à Madagascar. Il a travaillé sur l'ingénierie des modèles multi-analyse pour la modélisation, pour la simulation, pour la validation et l'émulation des systèmes cyberphysiques où des composants informatiques collaborent ensemble pour contrôler et commander des entités physiques. Et cette thèse, en fait, s'est déroulée en collaboration entre l'Université de Fianarantsoa, l'Université de Clermont-Auvergne et l'Université de Bordeaux en France. Et ce doctorant, qui est en même temps chef d'entreprise, a monté donc par rapport à cela un département de recherche et innovation parce qu'il était convaincu que les résultats de recherche sont nécessaires pour faire développer son entreprise. Et donc, par rapport à ça, c'est ce département-là qui fait le pont entre l'entreprise et les divers établissements universitaires à Madagascar. Donc, en ce moment, les résultats de cette recherche sont utilisés pour automatiser plusieurs tâches dans le développement d'applications informatiques au sein de cette entreprise et même utilisés actuellement en partie pour le projet de digitalisation des services publics et des services administratifs à Madagascar. Donc ça, c'est un cas où on peut approfondir la recherche au profit de l'industrie. Madagascar. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. La question qui se pose, donc on a parlé de recherche fondamentale avec un écosystème propre, comme vous l'évoquiez, en lien avec les laboratoires, les doctorants, et puis les questions fondamentales qui se posent en matière d'intelligence artificielle. On a parlé du rapport qui doit être extrêmement prégnant entre l'industrie et la recherche par rapport à la recherche appliquée notamment. Mais la question se pose du coup de la manière dont l'on pourrait ou l'on devrait enseigner l'intelligence artificielle en Afrique, dans les pays africains et notamment par exemple à Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes? Est-ce qu'il y a des spécificités de l'enseignement de l'intelligence artificielle à Madagascar ou dans d'autres pays par rapport à ce qui se fait dans les pays occidentaux? Ok, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, comme c'est un cours, pratiquement, il y a à l'échelle des différents chapitres, mais on peut les aligner jusqu'à ce que les étudiants s'endorment. Mais une autre façon qu'on souhaite mettre en valeur et tout de suite de préparer l'étudiant, préparer le citoyen à être acteur de sa société. Ce que j'entends par là, c'est à être porteur d'idées nouvelles ou être porteur de dynamisme par sa fougue et sa jeunesse. Et à ce niveau-là, notre démarche, c'est de procéder par une sensibilisation à l'état de l'art et à l'état du marché. Pourquoi l'état de l'art? L'état de l'art, ça permet de voir l'avancée de la science et ça permet aussi au moins de lire les mots, les expressions, même si on ne les comprend pas, c'est pas bien grave, on est dans le cours pour ça. Et justement, le type de cours qu'on essaie de mettre en place, c'est à partir de ces expressions-là, on challenge les étudiants à nous challenger. C'est-à-dire, on dit l'intelligence artificielle, c'est la simulation du raisonnement humain. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, ça, c'est classique. Hein? Et après, on peut leur proposer, ça, il y a une technique comme ça. Essayez de programmer. Est-ce que vous y arrivez ou pas? En fait, dans cette démarche, on met déjà l'étudiant face à des cas, des fois d'école et quelquefois aussi des cas d'entreprise. Et cet échange permet un circuit
qui permet d'enrichir les modèles au niveau de la recherche et également enrichir la connaissance des étudiants. Donc, nous, spécifiquement, et avec un autre collègue qui est très féru de cette démarche de partage de la connaissance, tout ce qu'on a, on donne. Et après, on dit aux étudiants, et c'est facile de nous dépasser. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est très facile de me dépasser. Et pour ça, je leur dis, ben voilà comment on fait un état de l'art réellement. Parce qu'on nous dit toujours ça. On fait un état de l'art sur l'intelligence artificielle. Mais comment on fait ça? Si on regarde si on veut un film, on arrive facilement à googler, trouver l'information. Et ben, on fait le parallèle par rapport à ça. Essayer de trouver les notions et surtout trouver votre passion dedans. L'intelligence artificielle, à ce niveau-là, a ce côté théorique et applicatif pour l'enseignement. Mais il y a aussi le côté passion, c'est que on peut partir des jeux, c'est ce que j'ai proposé aussi, on part sur des jeux et insérer moi dedans la théorie des jeux, qui est un axe très fort aussi de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous allez gagner? On programme des jeux traditionnels qui a deux objectifs, le rappel de la culture. On ne perd plus la culture africaine à la place des, je sais pas, des Candy Crush, par exemple, pour ne citer que ça. Mais le Banto, par exemple, on joue avec des pierres. Et quel est l'algorithme qui est le plus intéressant là-dessus? Donc là, on les motive à travers les états de l'art et aussi les états de marché. Ces deux manières de faire permettent d'avoir une rupture en termes d'innovation parce qu'on va au-delà de l'état de l'art, mais en plus, une rupture aussi en termes stratégiques par rapport au marché. Donc, on offre cette possibilité de créer l'entreprise à l'étudiant. Et même si l'étudiant, maintenant qu'il est acteur de la société, quand il va aller ou elle va aller dans une entreprise, elle va avoir plusieurs outils à sa disposition qu'elle pourra programmer à sa guise ou selon les contraintes, qui est vraiment la définition d'un ingénieur. Et ça, c'est un élément qu'on souhaite mettre en avant. Très bien. Merci, docteur Andria. Mais ça interpelle sur le fait que, effectivement, vous évoquez le fait que la méthode d'enseignement change. Ça rappelle un peu l'enseignement de la musique où avant on avait le solfège que l'on allait faire pendant 2 ou 3 ans avant de toucher à un instrument. Donc vous évoquez une approche très pragmatique de l'enseignement avec une mise en pratique. Et la question que je vous pose à tous les trois et qu'on peut avoir dans beaucoup de domaines dans nos pays, ce sont les limites en termes de matériel, en termes d'accès à certaines technologies. Est-ce que ces limites-là, pour l'intelligence artificielle, vous les ressentez, vous les vivez au quotidien à Madagascar? Je vais sauter un peu sur l'occasion, juste 1 minute. D'ailleurs, les matériels sont de réels blocages parce que en termes même de devises, c'est un challenge pour chaque pays africain et il n'est pas évident d'avoir un PC. Par contre, quand on est à l'université, on a cette possibilité aussi, c'est ce qu'on essaie de promouvoir aussi. Personnellement, je participe à ça aussi, à financer les matériels pour les étudiants. Et je partage le leitmotiv en cours. On a besoin que de 2 choses, un PC, une tête, plutôt une tête et un PC. Mais chez nous, il y a un cas particulier. Il faut aussi l'électricité. Je pense que c'est le cas de cas aussi en Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur Andria. Docteur Assina, je vois que vous trépignez, vous vouliez intervenir. Dites-nous. D'accord. Juste, j'aimerais ajouter par rapport à cet enseignement que le docteur Angie a parlé tout à l'heure, parce que je pense que la technologie avance à grands pas, et l'intelligence artificielle aussi. Il faut favoriser la pédagogie inversée qui apporte plus de connaissances aux étudiants et même permet aux enseignants donc, de faire une veille technologique au lieu de faire des cours magistraux. Et la deuxième chose, c'est aussi donc de favoriser ces cas réels dans les cours, comme le docteur Angie a évoqué tout à l'heure. Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue aussi parce que j'ai des étudiants en M2 en ce moment, 2 étudiants, j'espère qu'ils écoutent en ce moment, hein, coucou à tous les 2. Ils sont toujours en cours en ce moment, mais en même temps, ils sont financés aussi sur un projet d'intelligence artificielle, sur les systèmes multi-agents, sur la gouvernance de l'exploitation des crabes de mangrove au Madagascar. Et ils sont visiblement motivés et ils comprennent les cas et les besoins réels en termes de recherche par rapport à ça.
Après, concernant les verrous, effectivement, le coût de la connexion Internet dans les pays africains, notamment à Madagascar, est trop cher. C'est 5 à 16 fois plus cher qu'en Europe. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a vraiment une fracture numérique par rapport à ça. Et après, il y a le manque de données. On entend le message sous-jacent. Je rappelle qu'Orange était un opérateur qui a les prix les plus compétitifs en Afrique. Voilà, donc n'hésitez pas pour le choix de l'opérateur à choisir Orange. C'est un appel alors pour Orange. Merci, docteur Assina. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a bien abordé la question de l'enseignement, des méthodes innovantes que vous employez et pragmatiques, des difficultés qu'il peut y avoir, des priorités que l'on devra avoir tant dans le domaine de la recherche que dans l'industrie concernant l'intelligence artificielle. Vous avez la particularité pour l'essentiel d'entre vous d'être à la fois enseignant et entrepreneur. Et ça permet de poser la question de la différence entre la posture de l'entrepreneur et la posture du chercheur. Je vous laisse peut-être, docteur Assina, introduire le sujet et nous en dire un peu plus. Est-ce qu'il n'y a pas antinomie? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? C'est vrai, c'est un choix à faire et il y a un paradoxe. Je vais être bref, tout simplement, par rapport à ça et donner la parole aux autres. Un chercheur a un premier objectif, c'est d'apporter une nouvelle connaissance ou une solution à un verrou scientifique particulier. Et par contre, un entrepreneur s'appuie toujours sur un cas d'usage et réfléchit toujours sur la rentabilité. Donc, associer ces deux choses, c'est difficile quand même. Je reste sur cette réponse. Bon, c'est un peu comme le cerveau gauche et le cerveau droit, quoi. Tout à fait. Docteur Antonio, vous pouvez réagir, cas pratique, partage d'expériences concrètes sur le sujet. Oui, merci Franck, merci Dr Hassan pour cette explication. Au fait, moi je dirais d'abord pour introduire, au fait, c'est que pour entreprendre, au fait, on peut apprendre par la lecture ou par l'expérience. Donc ça, c'est moi j'ai cette conviction-là. Pourquoi, au fait? Parce que les deux doivent être complémentaires. Donc les livres, au fait, et le savoir formalisé permettent de gagner du temps, par exemple, pour éviter de refaire trop d'erreurs quand on fait de l'expérience, comme actuellement, comme vivent nos startups, ce qu'on dit, les startups disent faire des pivots. Mais tout ça, au fait, on peut diminuer les pivots si on a appris, on a appris les expériences des autres. Donc ça, c'est le premier constat. Ensuite, un entrepreneur, il faut qu'il s'appuie toujours sur un cas d'usage précis et partir d'une démarche par l'exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher à résoudre des problèmes, au fait, et trouver des solutions par cas d'usage et trouver, au fait, et être piloté par ce qu'on appelle piloté par les données. Donc, on appelle data-driven, au fait. Donc, ça, c'est vraiment important. Pourquoi je dis ça? Parce que on fait souvent l'erreur, au fait, actuellement, en tout cas, dans quelques cas d'expérience que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, au fait, qui veulent tout de suite avoir le produit idéal, au fait. Donc, moi, je suis un expert dans les services financiers, par exemple. Eh bien, moi, je vais créer l'intelligence artificielle qui va, au fait, permettre d'optimiser mon service financier. Et je vais partir from scratch pour pouvoir développer toute l'application et je ne vais rendre sur le marché le produit que quand elle est finie. Ça, au fait, c'est vraiment une erreur qui incite tout de suite qu'il faut tout corriger tout de suite. Au fait, il faut toujours faire ce qu'on appelle une démarche incrémentale. Donc, moi, je raisonne comme ça, où on raisonne plus en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire que, est-ce que dans mon cas actuel, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une intelligence artificielle? Donc, si je n'ai pas besoin, si les algorithmes de régression linéaire ou les algorithmes de clustering suffisent, je n'ai pas besoin de faire de la deep learning ou de développer de nouvelles algorithmes de réseau de neurones artificiels. Donc, il faut être très, très pragmatique et fonctionner de manière incrémentale, au fait. Ensuite,
ce que j'aimerais dire aussi par rapport à ça, c'est que il faut en fait s'assurer que la technologie qu'on apporte, les chercheurs parlent souvent de TRL ou Technology Readiness Level, mais pour les entrepreneurs, au fait, ils parlent surtout on peut parler de IRL, au fait, ou Investment Readiness Level, qui vise au fait à trouver, à bien chercher la valeur ajoutée que permet une intelligence artificielle, par exemple, pour dans mon business avant de s'y lancer. Donc, tout ça, au fait, ce sont des postures qu'un entrepreneur doit avoir. Moi, dans mon cas précis, donc, chez Cognitive Atlas, par exemple, on n'a pas forcément pour le moment de technologie IA appliquée, mais par contre, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs à mettre au fait des briques d'intelligence artificielle dans leur technologie. Dans ce contexte-là, par exemple, actuellement, on intègre au fait un stagiaire de Madagascar dans de limites qui permet pour pouvoir, par exemple, adresser ce type de cas d'usage d'IA où on cherche au fait à développer une solution applicative qui permet de monitorer les activités psychologiques d'une personne à partir d'une application mobile. Donc, comment en est-on arrivé là? On n'était pas tout de suite allé pour pouvoir essayer de chercher la solution efficace. On est d'abord parti d'une application classique qui permet de collecter les datas. Parce que pour pouvoir faire de l'IA, il faut d'abord collecter des données. Ensuite, on peut tout de suite vendre cette solution ou attendre un peu. Et c'est uniquement après cela qu'on réfléchit bien au modèle de business qu'on doit mettre en place pour pouvoir adresser plus de connaissances ou plus de services à cette application mobile-là. Et à partir de là, au fait, c'est là où on intègre, au fait, c'est uniquement là qu'on peut intégrer une intelligence artificielle. Donc, aller de manière incrémentale et pouvoir réfléchir à être data-driven ou piloté par les data, par les données quand on fonctionne. Il ne faut pas vouloir l'intelligence artificielle à tout prix. Donc, on n'a pas besoin d'une fusée pour se rendre dans Tananarivo. Tout à fait, oui. Voilà, lorsque vous souhaiterez vous rendre sur Mars, ce sera utile. Exactement. Vous évoquiez ces processus-là, mais ça fait bien le lien avec un sujet qui paraît intéressant et je pense qui intéresse beaucoup des personnes qui suivent ces panels. Quels sont les prérequis pour une start-up africaine avant de se lancer dans l'intelligence artificielle de manière efficace? Comment faut-il procéder? Voilà. OK. Précautions d'usage. OK. Bon, pour moi, donc, je renforce encore l'idée de là, c'est commencer d'abord par réfléchir à ce que l'IA peut apporter à mon entreprise. Donc, si je donne notre cas d'exemple, c'est avant de faire un IA, par exemple, dans le e-commerce, donc développer d'abord la plateforme e-commerce, ensuite collecter des données. Une fois que les données soient collectées, réfléchir à partir des expériences clients, comment, en fait, améliorer l'expérience client en rajoutant, par exemple, est-ce qu'un chatbot peut suffire ou il faut faire d'autres algorithmes, par exemple, pour faire des apprentissages des comportements clients. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, on sait aussi, par exemple, que l'intelligence artificielle repose moins sur les algorithmes que sur l'exploitation des données. Donc, il faut que les entreprises africaines investissent beaucoup dans la collecte de données. Ça ne suffit pas au fait de partir seulement des open data ou des données qu'on retrouve dans la littérature scientifique uniquement pour pouvoir développer son propre business. Il faut collecter ses propres données et ça, je le dis fortement et j'ai vu quelques interventions des panels précédents, il renforce aussi, il martèle aussi ce point, si l'Afrique ne veut pas être au fait spectateur seulement de l'intelligence artificielle, il faut que les startups africaines, les industries africaines, le gouvernement de tous les pays africains, en fait, investissent dans l'infrastructure de gestion des données. Au fait, il faut qu'on collecte nous-mêmes nos propres données. Il ne faut pas qu'on dépende seulement des GAFA, au fait, et qu'on soit juste consommateur des services rendus par les GAFA. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il est nécessaire de partir donc sur un cas d'usage précis, définir le périmètre d'un projet avant qu'il soit bien circonscrit,
sur lequel, au fait, on peut démontrer qu'il y a un impact positif. Une fois que c'est fait, que le ROI est prouvé, alors là, on peut aller convaincre les clients de développer la pertinence du sujet ou les investisseurs. Donc, si je résume en quelques mots, c'est faire un modèle de roadmap à produit incrémental pour tester les idées et collecter d'abord des données. Ensuite, très important aussi, il faut toujours se mettre à l'affût des nouvelles tendances. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas du tout réinventer la roue. Je confirme ça. Et ensuite, une idée fausse serait de partir seulement sur les open data disponibles internationales. Il faut toujours les contextualiser avec des cas d'usage précis. Voilà. Et je termine par exemple en disant que les projets IA, ce ne sont pas des projets informatiques. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Pour moi, les projets IA qui fonctionnent, ce sont des projets métiers avant tout. Donc partir du métier pour pouvoir faire des projets en intelligence artificielle. Merci, docteur Antonio. C'était édifiant. Maintenant qu'on a vu effectivement l'évolution, la progression, la manière dont on enseigne l'IA, les contraintes que l'on peut avoir, le lien entre la recherche et l'industrie et la manière dont ils s'influencent mutuellement, et qu'on a vu également les prérequis pour une start-up avant de se lancer dans l'intelligence artificielle, et le fait que vous évoquiez un point qui n'est pas souvent évoqué, le fait qu'un projet d'intelligence artificielle, pour vous, ce n'est pas un projet informatique, c'est d'abord et avant tout un projet métier basé sur des éléments opérationnels que l'on utilisera de manière concrète. Quels sont les verrous identifiés aujourd'hui en Afrique dans l'application des technos IA, dans l'industrie et plus globalement dans la société? Docteur Assina. Merci pour la question. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'il y a le coût de la connexion Internet qui n'est pas gratuit, qui est cher. Et après, il y a aussi ce qui a été déjà évoqué par le docteur Antonio sur les données. Et donc, il y a aussi la disponibilité des données, l'accès aux données qui est encore très difficile actuellement. Et pourtant, pour avoir un bon résultat en intelligence artificielle, il faut des données réelles. Et pourtant, ça manque. On n'a pas vraiment de data center, de plateforme de stockage de données comme ce que GAFA a en Afrique. Pourtant, peut-être c'est le moment d'investir aussi sur ce point-là. Et après, l'autre verrou aussi, c'est le problème de relève, je pense, de fuite de cerveau, d'insuffisance d'enseignants-chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. En fait, les bourses de thèse sont nombreuses pour aller en France, aux États-Unis, au Japon, au Canada, etc. Mais la plupart des étudiants, après leurs études, en fait, restent à l'étranger et ne retournent pas dans leur pays d'origine, puisque peut-être ils ne sont pas recrutés ou sont sous-employés par rapport à leur spécialité. Et pourtant, les étudiants africains, selon un chercheur français que vous connaissez très bien, je suppose, durant cette pandémie, qui a dit que ce sont les chercheurs africains qui sont les plus brillants dans son laboratoire. Et donc, il faut penser aussi à une politique de faire revenir ces gens-là. Et après, il y a aussi le manque de collaboration entre les pays africains. Et pourtant, on a beaucoup de potentiel, on a le cerveau, mais il y a aussi les pays africains qui sont plus avancés que d'autres. Par exemple, en parlant d'université, il y a le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, ou le CAMES, créé il y a déjà longtemps, depuis 1968, mais que la plupart ne connaissent pas. Il faut peut-être revenir sur ça. Les conférences internationales aussi, il faut motiver tout ça. Il y a déjà le colloque de très haut niveau, CARI, colloque africain sur la recherche en informatique, et qui rassemble les universités africaines, les centres de recherche français, les organismes internationaux, qui peuvent être exploités dans la recherche pour faire avancer cette recherche en intelligence artificielle en Afrique. Il y a aussi peut-être beaucoup d'autres verrous qu'il faut solutionner, mais je vais rester là. Peut-être le docteur Ranji a aussi d'autres choses à dire, ou le docteur Antonio. Docteur Andria. Problème de micro. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le micro était un peu bloqué.
Je vais dans le sens de ce que a dit Dr. Lassen tout à l'heure par rapport au verrou. En Afrique, dans l'application des technologies d'IA, heureusement, tout à l'heure, je ne sais pas si c'était Elias ou si c'était Djibril qui a dit tout à l'heure qu'on a pu sauter on a pu sauter le passage obligatoire vers les cartes bancaires obligatoires en Afrique et pour aller tout de suite dans les mobile banking, ce qui est vraiment très intéressant. Et je vais dans ce sens-là pour parler du fait qu'il faut qu'on augmente plus les échanges interafricains. Ce que j'entends par là, c'est quand on se voit en France, on a une communauté africaine dans les entreprises sur les mêmes thématiques. On parle de l'IA, pour avoir assisté à plusieurs conférences, c'est vraiment un club et le pourcentage augmente beaucoup. Et après, on s'est dit, mais pourquoi on ne s'est jamais rencontrés auparavant? Donc là, il faudrait favoriser, il faut que les étudiants, les enseignants-chercheurs aussi en Afrique, fassent la promotion et participent de plus en plus, comme a dit Dr. Hassan tout à l'heure, aux revues, aux conférences et surtout aux salons professionnels d'échange en Afrique parce qu'il y a vraiment un large panel de possibilités à ce niveau-là. Actuellement, on est déjà en train de comprendre que les Égyptiens étaient plutôt proches en tant qu'Africains plutôt qu'Européens. Donc, soyons fiers de ça, soyons fiers de ce potentiel-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous assure, je vais dans les conférences très sélectives I3E, je vois des personnes comme M. Jalel là-bas. Alors que, donc il faut vraiment se mettre en relation par rapport à ça. On ne va pas vivre en autarcie. L'Internet permet d'avoir plus d'informations, donc allons-y, échangeons-nous beaucoup entre nous. Bien sûr. Ça permet vraiment de promouvoir ces éléments-là. Donc le verrou qu'il faut vraiment faire sauter rapidement, c'est ce verrou de quand on bouge, on va au nord uniquement. Non, c'est vraiment, il faut favoriser cette coopération sud-sud parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Même sans parler d'intelligence artificielle, les échanges économiques, ça va vraiment nous aider. Et l'exigence de la qualité, heureusement, l'Afrique dispose de plusieurs milliardaires maintenant, en euros, en dollars, donc ça va, il y a moyen de le faire. Très bien. Merci, docteur Andria. Nous, il est 13h15 en heure GMT, 14h15 en UTC plus une heure. Je pense que nous avons tenu globalement le timing. On a commencé avec un quart d'heure de retard, on finit avec un quart d'heure de retard. Donc, nous avons épuisé, optimisé nos 4 heures. Ce que je retiens de nos échanges et de la qualité des informations que vous avez partagées avec nous et des analyses et des échanges qui ont eu lieu, c'est qu'au niveau de la recherche, en termes de méthodologie, vous privilégiez une approche très pragmatique, même avec des moyens qui ne sont pas des moyens énormes par rapport à ce dont nous disposons au niveau de nos latitudes, que quelque part, il y a un appel à lever un certain nombre de verrous, de freins, qui sont des freins de disponibilité de l'énergie, de disponibilité de la connectivité, de quelque part fuite des cerveaux. Et donc, c'est un appel aux politiques par rapport au fait de développer ou de mettre en place une meilleure politique pour attirer ou maintenir les cerveaux sous nos latitudes. Un appel à plus de coopération sud-sud, parce que souvent, les personnes du sud se retrouvent au nord pour discuter. Voilà. Également, peut-être un appel à traiter ou en tout cas à faire tomber d'autres limites et d'autres verrous dans différents domaines. Après, sur la partie start-up et entreprise, donc vous nous disiez, docteur Antonio, que ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions en amont et qu'un projet d'IA, ce n'est pas un projet informatique et qu'on n'a pas forcément besoin d'IA dans tous les cas de figure. Mais lorsqu'on en a besoin, il faut avoir une démarche structurée avec une roadmap, le fait d'avoir une bonne projection, etc., etc. Et puis, la nécessaire coopération constante avec des allers-retours entre le monde de l'industrie et le monde de la recherche,
pour avoir un développement optimal de la recherche appliquée qui permettra de faire avancer le continent et également les universités, sans négliger la recherche fondamentale avec son écosystème spécifique. Voilà. Je vous propose peut-être, avant de nous quitter, qu'on réponde à une ou deux questions qui ont été posées. Peut-être pour vous, docteur Assina, SMA peut-il refléter réellement la réalité? Est-ce qu'on peut réellement avoir des agents conscients à travers les SMA? En 1 minute. D'accord, merci pour la question. En fait, la problématique actuelle des SMA, c'est la question de validation de modèles, de validation d'usage et de validation fonctionnelle de modèles. Est-ce que ça reflète vraiment la réalité? Oui et non, ça ne reflète pas vraiment la réalité puisque déjà, c'est un modèle. Donc, le modèle créé devra dépendre de la question de l'observateur et de la question aussi sur le système réel. On ne peut pas tout modéliser. On doit être toujours guidé par une question de recherche et après, lorsqu'on développe le modèle, il faut suivre le principe de parcimonie. Il ne faut pas être trop exhaustif et de tout mettre par rapport à tout ça, mais il faut choisir les bons paramètres à implémenter. Mais il faut quand même souligner qu'un agent a un objectif et c'est à lui de choisir les algorithmes ou par rapport à ses compétences, de choisir aussi de collaborer avec d'autres selon ses objectifs. Et il y a diverses architectures en fait qui peuvent être utilisées par rapport à ça selon donc le système réel. Donc la réponse c'est non. Ça ne reflète pas totalement la réalité. La réalité. Très bien. Merci, docteur Assina. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à participer à cette émission. J'espère que c'est le cas pour nos panélistes et puis surtout pour notre public et que les uns et les autres sortant de ces 4 panels de la matinée ont désormais une vue d'ensemble relativement précise sur l'intelligence artificielle, sur les opportunités à saisir grâce à l'intelligence artificielle, sur les limites que sont celles de l'intelligence artificielle, mais également les possibilités que l'on pourrait s'offrir en dépassant ces limites, et puis sur le lien impératif que l'on doit conserver entre la recherche et l'industrie en matière d'intelligence artificielle. Merci, messieurs, merci, cher public, merci à toutes et à tous, et nous vous disons à bientôt, et Orange vous remercie. Oui. Donc, juste une petite précision, j'ai dit que les SMA ne reflètent pas totalement, mais ça permet de comprendre, ça permet d'aider à la prise de décision. On ne vous a pas entendu sur la fin. Ça permet, j'ai dit tout à l'heure que ça ne reflète pas totalement, mais ça aide à la prise de décision, ça aide à comprendre et donc ça nous aide. Bien. Merci. Merci, docteur. Peut-être aussi, si ça ne vous dérange pas, allez-y, docteur. J'essaie d'aller dans le sens de l'apport des solutions tout à l'heure et les éléments de verrou. Il faut libérer les esprits. Chers jeunes, osez, allez-y. On est là. Les enseignants sont très souvent bienveillants. Donc, allez-y, osez créer votre entreprise. Vous avez déjà les guides de ce qu'a dit Dr Antonio tout à l'heure. Partagez les idées. Ça permet d'avoir des feedbacks. Ça aussi, ça fait partie d'un élément de blocage. Et finalement, il faut vraiment alléger la création d'entreprises, favoriser les idées des hackathons, parce que ça permet d'avoir des labels et des idées d'excellence. On en a vraiment besoin entre nous en Afrique et faciliter la venue des business angels ou les corporations de financement. Ça va vraiment nous aider et nous avons beaucoup d'argent, sachant que toutes nos diasporas envoient quand même plusieurs milliards d'euros par an vers nous, donc ça peut être des pistes. Merci. Docteur Andria, on espère que votre appel sera largement entendu par les uns et les autres. Et puis voilà. Docteur Antonio. Oui, je voulais juste renforcer rapidement le fait qu'il faut favoriser au maximum l'expérimentation des techno IA et créer des thématiques IA transversales au fait aux différents domaines métiers industriels en Afrique. Donc ça, c'est mon appel. Et enfin, il faut que l'État, vraiment, ça c'est très important, il faut que l'État encourage les opérateurs de télécommunications à une accessibilité toujours plus importante à l'Internet, à la population, parce que l'Internet, c'est vraiment très, très cher à Madagascar. Par exemple, je connais que Madagascar, hein, je ne connais pas d'autres pays africains, mais c'est encore très cher. Et pour que nos jeunes, au fait,
puissent pouvoir se lancer dans la création d'entreprise ou puissent avancer dans leur innovation, il faut Internet. Donc, il faut multiplier les initiatives dans ce sens. Très bien. Écoutez, Orange Digital opérateur digital engagé vous entend bien et que les gouvernants de tous les pays vous entendent de manière à ce que demain, nous puissions tous bénéficier des meilleures connexions données dans les meilleures conditions réglementaires et technologiques. Voilà. Oui. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné la parole. Merci à toutes et à tous. Et merci à bientôt. beaucoup. Merci à Orange aussi. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.